C'est good. Ok, bon, salut à tous, enchanté pour ceux que je connais pas, il y a pas mal de monde que je connais, quelques-uns de mes clients dans la salle. Flo, merci pour l'invitation, c'est un kiff. Je suis un peu fatigué, je rentre d'Abu Dhabi, j'étais au Grand Prix, j'habite à Dubaï, je fais l'aller-retour sur 48 heures, ça tire un petit peu. Mais disons que je vais essayer de vous partager des clés importantes. Au début, Flo m'a dit vas-y, viens pour le closing, viens vous parler de la vente. C'est ce que je vais essayer de faire en 3-4 points qui sont importants. Maintenant, ce que je vous propose, si ça vous convient, c'est qu'on fasse un truc un peu interactif. Vous avez l'air éclaté, ok, vous tous. Vous avez morflé, j'ai l'impression. Ça dure depuis quand, Flo, là? C'est quoi un peu les bails? Ça fait 2 jours que, back to back, vous avez des intervenants. Il y a eu combien d'interventions en tout? 13 interventions. Ok, donc là, vous pouvez pas faire semblant, vous êtes arrachés, on est d'accord. C'est-à-dire que quand il dit est-ce qu'il y a du monde, vous êtes chaud, c'est un oui qui vient du fond, tu vois. Il y a beaucoup de barrières avant le oui. Donc ce que je vous propose, j'ai envie de vous parler de 4 points importants au sujet de la vente, enfin, qui selon moi sont les 4 points qui vont permettre à vous tous ici de faire un petit peu d'argent. Moi mon sujet c'est ça, c'est bien beau de venir discuter, parler, raconter sa vie, partager des histoires, mais la seule question c'est qu'est-ce que je partage pour qu'à la fin de cette journée, il y en a quelques-uns d'entre vous qui soient remplis les poches. Et c'est mon sujet à moi. Je vais vous partager 4 points importants, mais au-delà de ça, ce que je vous demande, c'est qu'on ait une discussion ensemble. Et putain, je vous le demande vraiment avec le cœur, coupez-moi, dites-moi à chaque seconde que vous n'êtes pas d'accord, venez en débat, posez des questions, demandez-moi des questions que personne n'a jamais osé me demander, faites-moi kiffer un petit peu. Donc est-ce qu'on peut passer ce deal ensemble? Je fais une conf avec plaisir, je vous partage du contenu, je vous raconte un peu ce qui se passe, je vous explique, je vous donne 2-3 clés pour que vous puissiez faire de l'argent. Par contre, à une condition, c'est que vous soyez sans pitié. Alright? There you go. Ok, donc quand on parle vente, mass market, parce que globalement là vous êtes... Ah oui d'ailleurs, qui est entrepreneur ici là? Ok. Ceux qui lèvent pas là-haut, vous foutez quoi ici les gars? Toi t'es pas entrepreneur? Yo, là t'es en train de devenir? Ok, lourd. Ok, donc mon point c'est de partager des topics qui sont assez larges. Parce que globalement je fais de la formation en entreprise, des fois pour des clients, des fois je consulte. Là je vais vous partager des clés que tout le monde va pouvoir appliquer, peu importe là où il en est, peu importe le business dans lequel il est actuellement. Le point numéro 1, c'est la prospection. Là en général il y a de la bave qui coule quand je dis prospection. Parce que les Français et la prospection, c'est 2 sujets qui sont vraiment aux antipodes. Prospection. Ouf. Il a servi celui-ci ou pas déjà, Flo? Celui-là, ouais. Là, tu veux que j'arrange ton nom si tu veux? Bon, prospection, vous avez compris l'histoire. Point numéro 2, qui est un truc que les gens n'arrivent pas à comprendre et qui est extrêmement douloureux pour le public français, c'est le follow-up. Point numéro 3, c'est l'upselling. Et point numéro 4, c'est la surprise, c'est ce qu'on appelle les 150% de closing. Petite anecdote. Donc moi j'ai plusieurs boîtes, l'une de mes boîtes s'appelle Closers, on a quelques centaines de closers actifs à temps plein qui travaillent chez nous, et en gros il y a 3 business models. Le premier, on forme des gens à devenir les vendeurs de demain, en mode ultimate, stage commando. Pour donner un ordre d'idée, sur 100 personnes qui rentrent chez nous, il y en a 20 qui ont du travail à la fin. Et je vous garantis qu'en France, pour décourager des personnes qui ont payé plusieurs milliers d'euros, il faut vraiment vouloir les décourager. On est un pays de pinces ambulantes, les mecs c'est des étaux, t'as jamais vu ça, et pourtant on arrive quand même à les décourager. Ça prouve que c'est très dur à rentrer. Business model numéro 2 en B2B, on conseille, on consulte, on advise dans des boîtes sur le sujet commercial, marketing, développement, branding. Et ensuite, petit 3, on fait comme Uber. On met les deux en relation. On prend les sales fraîchement formés qu'on met chez nos clients en B2B en ajoutant un système marketing, DRH, etc., etc. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que souvent quand j'ai des sales au téléphone, ils me disent voilà, moi mon rêve serait de passer de 20 à 30, 35, 40, 50% de taux de conversion. Et pour eux, ce jump-là est dingue. Quand tu réfléchis, passer de 25 à 50, c'est x2. Les mecs qui font x2, j'en connais pas beaucoup ici. Et moi, ce que j'aime leur répondre, c'est
Mec, c'est le warm-up. C'est l'échauffement, passer de 25 à 50. Parce que moi, j'ai une méthode qui est dingue, qui te permet de closer à 150%. Là, il y a le deuxième filet de base, historiquement. Et ce soir, je vais essayer de vous partager une petite clé qui va vous permettre de trouver des nouveaux clients sans payer de leads et de passer de 10, 15, 20, 30, 50, 60% à 150% de taux de conversion. Peu importe le business. E-com, MLM, immobilier, vente de produits, vente de services, conseils, etc., etc. Point numéro 1, prospection. Qui a déjà prospecté ici? Ok. Qui a morflé en prospectant ici? Donc là, les personnes qui ont dit qu'elles avaient déjà prospecté, mais qui n'ont jamais eu des gouttes de transpiration immenses quand elles le faisaient, soit vous êtes des menteurs, soit vous ne l'avez pas fait assez. La prospection, c'est un point qui est ultra important. Et peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais dans la vie, essaye une fois. Les gens me demandent souvent des conseils très compliqués, des formules, des secrets, des trucs dingues. Et je pense que ce truc-là de se dire je fais l'effort au moins une fois dans ma vie, de prendre un appel, d'ouvrir, comment ça s'appelle en France, c'est page jaune ou page blanche, de pick up un numéro au hasard, de le mettre dans le téléphone, d'appeler et de voir ce qui se passe, 100% des gens qui l'ont fait chez moi ont changé leur vie. 100%. Tous ceux ici qui veulent faire de l'argent, qui veulent essayer d'avancer, c'est un conseil que je vous donne. Peut-être que vous n'allez pas réussir à vendre. Qui c'est qui fait de l'e-com ici? Voilà, e-com. Donc vous avez bien compris que globalement, si tu appelles à part que tu vends des produits très à étiquette, etc., si tu fais du drop de base, il y a très peu de chances que appeler un de tes clients fasse tripler ton chiffre d'affaires. En tout cas, upfront, directement. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de cette journée incroyable durant laquelle tu vas appeler un de tes clients et pour la première fois de ta vie, tu vas te rendre compte d'un truc que tu t'étais jamais rendu compte auparavant. Une anecdote. J'étais assis au Café Bâti, la Marina Walk, à Dubaï, avec l'un des plus gros entrepreneurs français. On discute ensemble, et c'était un peu les prémices de ma boîte. J'avais cette idée de mettre des équipes de vente en place, etc. Et on parlait data avec lui. Et il me dit, voilà, écoute, moi j'ai un Active Campaign où il y a 500 000 numéros de téléphone dedans. Donc moi, là, tu vois, je step back un petit peu, et je dis, ouais, putain, quand même, 500 000 numéros. Et je lui dis, et tu fais quoi de ces numéros? Tu les follow-up combien de fois? Combien d'appels? Qui les appelle? Quelle trame? Quelle technique? Quelle strat? Et là, il se tourne comme ça, il se gratte la tête. Moi, il dit, les appeler? Mais nous, on envoie des mails, mec. Et alors là, je sens mes genoux flancher, tu vois. Et je calcule avec un panier moyen de 1500 balles ce que ça donne 500 000 numéros de téléphone avec 20% de taux de conversion. Ça fait un paquet d'immeubles, les gars. Un paquet. Et ça m'a paru absolument dingue parce que je me suis dit, putain, de nos jours, en France et en Europe, il y a en fait des immenses entrepreneurs, des personnes très compétentes, hein, par ailleurs, ultra intelligentes, brillantes, qui font pas ce putain d'effort de prospecter et d'aller connecter avec les gens qui sont en face d'eux. Et la bonne question à vous poser, c'est comment est-ce que toi, tu veux connaître les gens qui sont en face de toi si tu parles pas avec eux? Combien de personnes ici, honnêtement, ont eu peur de connecter avec les gens en face d'eux? Peu importe où, comment. Ont eu peur dans la rue d'aller voir la meuf ou le mec qui lui plaisait. Ont eu peur dans un lobby d'hôtel d'aller serrer une main. Ont eu peur dans un cinéma d'aller checker une personne qui était ultra stylée ou qui avait du charisme. 100% des personnes. Et c'est le point numéro 2 par rapport à la prospection. Le premier, c'est connaître le marché, connaître la personne qui est en face de toi. Le deuxième, c'est briser la barrière sociale. Wouhou! Voilà comment on brise la barrière sociale. Là, en faisant ça, je vais me rentrer dans le cercle d'intimité de 50% d'entre vous. Je suis passé d'un mec un peu chelou, debout, qui arrive d'Abu Dhabi avec des cernes jusqu'au menton, à un mec cool qui va t'envoyer un cri monstrueux en plein milieu d'une salle. Et j'ai déclenché des sourires, c'est un kiff, putain.
Et ben voilà ce que c'est la barrière sociale. Et c'est l'exercice le plus compliqué que je donne à mes sales quand ils rentrent chez moi. Les gens me disent souvent, attends, mais la vente c'est une compétence technique à apprendre, c'est une galère. Et oui, c'est vrai, il y a beaucoup de sujets pointilleux, de stratégies, de sub-topics, des petits topics qui sont en dessous des grands sujets. Et ils me disent, quel est le point où réellement tu fais la différence entre ceux qui rentrent et ceux qui restent sous la touche? Parce que si je dis qu'il n'y a que 20% qui travaillent, la question c'est, ils sont où les 80% restants? La seule différence entre les uns et les autres, ceux qui travaillent, c'est ceux qui, à la fin du resto, vont essayer de négocier. Ceux qui travaillent, c'est ceux qui, quand ils marchent dans la rue, vont aller parler à la meuf qui les attire depuis 50 mètres, 100 mètres, 200 mètres. Ceux qui travaillent, c'est ceux qui font l'effort tous les jours, 10 minutes par jour, de prendre 2-3 appels au hasard dans l'annuaire, juste pour se faire kiffer. Ouais. Mais qui ici le fera vraiment? Qui ici a le courage, et soyons honnêtes avec moi, on peut en discuter, de se dire, j'ouvre l'annuaire, je vais appeler Patricia, 58 ans, Théo, 32, et je sais pas moi, Augustine, 91, juste dans une seule vision, un seul objectif, prendre un maximum de kiff. Et donc là, la réaction c'est putain, il est chelou ce gars. Et ouais, vous êtes français pour la plupart. Et d'ailleurs, même les Suisses, je sais que c'est pas tellement différent d'un point de vue culturel, tu vois. Sans doute, ouais. Belges aussi, Belges c'est pareil. Tout ce qui est européen, c'est chaud. Donc moi, en gros, la chance que j'ai eue, c'est d'apprendre la vente aux États-Unis. Je suis parti là-bas assez tôt. Et comme je suis resté beaucoup de temps aux États-Unis, quand je suis re-rentré en Europe, j'ai eu une fracture. Je me suis dit, attends, mais comment c'est possible? Et la première fracture que j'ai eue, c'est demande de passeport. Donc tu renouvelles le passeport, tu t'appelles la mairie, tu vois. Bonjour, j'aimerais un nouveau passeport. Et quand la meuf a décroché, je me rappelle de simplement lui avoir demandé la question qui, selon moi, est une question naturelle et humaine, à savoir bonjour, comment vous allez? Enfin, dans ma vision du monde, c'est pas grave de demander à quelqu'un comment il va, tu vois. Ça devrait être la base de n'importe quelle conversation. Et là, j'ai compris que la meuf en face de moi avait enregistré les mêmes questions sans arrêt et avait créé un pattern moteur dans lequel, en fait, c'était juste « Oui, bonjour, AB56, ligne-28, bonne journée ». Que le seul fait de lui demander comment est-ce qu'elle allait, la faisait bugger sur 10 secondes. Et ceux qui ne me croient pas, faites le test. Appelez une mairie, peu importe où. Mairie, préfecture, ce que vous voulez. Et dites bonjour, comment allez-vous? Ça va être un terrible, qui s'arrête jamais. Voilà ce que c'est, les gens qui travaillent pour moi. C'est ces gens-là qui créent ces ruptures de pattern. Et le premier sujet de la vente, c'est la prospection. Parce que la prospection, avant même d'être un outil qui va te permettre d'aller chercher des clients, connaître du monde, trouver des personnes, c'est l'outil qui va te permettre de casser les barrières sociales. On a géré 30 millions l'année dernière. Et vous savez ce que c'est la très bonne nouvelle dans cette histoire? Même si vous êtes relativement jeune, je pense que ici, en moyenne, j'ai 10 ans de moins que vous. En moyenne. Et vous savez quoi? Je pèse beaucoup plus de thunes que la plupart d'entre vous. Je sais que ça fait mal à entendre. Il y en a qui pleurent quand je leur dis. Il y en a qui pleurent quand je vous les comptes bancaires. Mais si je prends beaucoup de temps sur ce premier point, c'est parce que c'est celui-ci qui m'a rendu riche. Le point le plus important de là-dedans, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, peu importe le business dans lequel tu es. Je sais, je me mets à la place des e-commerçants ici qui disent « Attends, le mec, il vend. Mais pourquoi moi, ça pourrait me servir ?» Un exemple, on a créé une application Shopify il y a de ça 2 ans. J'ai aussi une boîte dans l'e-commerce, enfin j'en ai plusieurs. On a un écosystème où on accompagne des grosses brands, on a accompagné Sweetsplate, Liberty Play, Oh My Case, Ear Candle, Magnetic SL, des très grosses brands aux UAE. L'une des applications qu'on a créées, elle s'appelle Foxycom. Foxycom, c'est des call centers qui s'occupent de rappeler les paniers abandonnés. Ça a été 10 millions de chiffres d'affaires la première année. Donc comme quoi, même pour les e-commerçants qui vendent des bougies à se foutre dans les oreilles, appeler, prospecter, reach out, c'est un truc qui a du sens. Et sur ce truc-là de prospection, je pense que c'est un geste mental qui est à faire.
De se dire que, peu importe la position dans laquelle tu es aujourd'hui, il y a un monde qui existe dans lequel, en faisant de la vente, en appelant, en allant chercher ce que tu n'es pas encore allé chercher, il y a de l'argent à aller récolter. Pour tout le monde ici. Et ça peut être premier niveau, second, cinquième, dixième. Mais faites cet effort d'aller voir la personne qui vous fait peur. Combien ici d'entre vous ont networké entre eux? Combien ici d'entre vous sont allés parler à 5 personnes sur les 3 derniers jours? Combien sont allés à 10 personnes? 15? 20? 25? Ok. Moi j'ai essayé de poser une boîte de nuit à tout le monde, donc Ah oui, toi t'as fait l'effort. Mais la conciergerie prouve que t'as le bagou. Tous les concierges sont obligés d'aller parler aux gens, discuter et avoir de l'ouverture. Mais tout ça pour dire que si tous les jours tu te donnes une règle de te dire je vais parler à une personne de plus qui me fait peur, que j'appréhende. Je vais poser une question de plus qui me fait flipper. Par exemple, moi la question que je préfère poser à Dubaï c'est What kind of discount can I expect from you? À savoir, c'est quoi la réduction que je peux attendre de toi? Tout le temps, sans arrêt. Dans tout ce que je fais. Je vais acheter une chemise, que ça soit chez Zara ou chez Louis Vuitton, je demande une réduction. Je vais à l'hôtel, que ça soit au Ibis ou au Ritz, je demande une réduction. Partout, tout le temps. Donc ici, s'il y en a qui veulent changer, grandir et évoluer, et aller atteindre vos objectifs, déjà, les shifts numéro 1 qui sont à faire sont ceux du mindset. Kevin, qui est un ami à moi, m'a dit qu'il y a eu des larmes versées durant le premier jour. Avec les exercices qu'il vous a fait faire et les 10 commandements qu'il vous a partagés. Ouais, parce que les shifts qui font le plus mal au début sont les shifts qui se passent là-dedans. Là, c'est de la technique que j'ai envie de vous partager. Mais juste si du coup, sur cette première étape, la prospection, le fait de reach out et de casser ses barrières, je peux vous donner un seul exercice à appliquer 100% du temps quand vous faites un achat, peu importe lequel, un paquet de clopes, des courses, sortir en boîte, aller au resto, prendre un hôtel, négocier 100% de ce que vous faites. Toujours, tout le temps. Et tu sais ce qui est drôle? Dans 90% des cas, tu n'auras rien. Tu vas payer le prix qui était affiché. Mais au moins, tu auras négocié. Et petit à petit, tu vas te rendre compte à quel point cette barrière mentale saute. Parce qu'en fait, la différence, c'est ça. La différence, c'est quand on va dans le lobby qui est à côté, qui va aller oser parler aux gens? Qui va être là comme ça sur le téléphone, en train de checker, voir une personne, essayer, puis reculer, puis tenter une approche qui est moyenne? Et qui va se mettre au milieu et dire Hey, what is that, motherfuckers? Come speak with me. Let's talk together. Et évidemment que 90% des gens vont te prendre pour un fou. Et que 90% ne vont pas vouloir venir te parler. Mais les 10% restants, ils t'ont adopté. Et tu crées la fanbase. Moi, quand les gens me voient aujourd'hui, ils me disent Hey, cowboy. Parce que tous les Mongoliens qui m'ont vu quelque part se rappellent de ma grosse gueule avec ma grosse barbe en train de dire Hey, cowboy. Et c'est un kiff. Parce que 90% des closings que je fais, je les fais grâce à ça. Grâce à ces gens qui m'ont adopté parce que j'ai cassé cette barrière sociale. Ça a du sens pour vous, ça? Ouais. Wouhou! Il y a un resto, il y a un truc ce soir où on paye Flo. Il est où Flo? Il s'est barré. Ah, t'es là, Flo. Il faut que les emmènent quelque part. Ah, mais on va les emmener au souk, ça va être un kiff. Putain, il y a de la négo là-bas. Moi, je te jure, c'est le programme de demain. Masterclass vente au souk. Mais c'est un kiff. J'ai déjà fait 2 heures de négociation pour une paire de lunettes à 150 dirhams. Sur la vie de ma mère, c'est vrai. Vous pourrez demander à mon associé, je suis resté 2 heures, littéralement, en train de négocier une paire de Yves Saint Laurent à 150 dirhams. Un kiff. Je me suis posé, je dis, oh mec, j'ai tout mon temps, moi. Je suis en vacances. Donc on va prendre 2 heures. Taxi pareil. Oh les gars, les taxis. Qui ici s'est déjà fait douiller par un taxi marocain? Tout le monde, allez. Ouais, tout le monde. On est d'accord. Mais vous savez ce que vous faites, les gars? Tu prends, tu rentres, et quand le mec veut te déposer et qu'il t'avance le prix, oh attends, on va négocier un petit peu. Comment ça, il y a des clients, ça bouge, etc. Écoute. Mais tu négocies Wallo, tu lui donnes le prix minimum s'il a pas mis le compteur et tu te barres. Classique. Oui, mais attends, combien de gens ici savent que les mecs mettent pas le compteur? Ou qu'en tout cas, ils ont pas le droit de le faire, mais qu'ils le font quand même. Toi, t'habites ici depuis 10 ans, alors évidemment que tu le sais.
mais 100% des touristes se font baiser à de multiples reprises. Et il y a un kiff à faire qui est monstrueux. Quand le taxi s'arrête et qu'il te demande le prix, tu sors de la voiture et tu t'assieds à côté de lui. Tu sais, sur la place devant, tu dis écoute, ça tombe bien, j'adore négocier, et devine quoi, j'ai 1h30 devant moi. Alors c'est parti. Et ben moi, à chaque fois que je l'ai fait, le mec au bout de 10 minutes, il pète un point et dit vas-y, casse-toi, je veux même pas que tu payes. J'ai plus le temps en fait, il y a des clients de partout. Faites cet effort-là, je veux dire, c'est un kiff, vous allez vous régaler tous les jours de votre vie. Et c'est un kiff de négocier, je vous garantis. Follow-up. The only difference between a contact and a contract is the offer relationship. Quelqu'un fait la traduction? On a bien des Français dans la salle. There you go. Non, la différence entre le Contact et le contrat, c'est le R de la relation. Merveilleux. Ça, c'est... Amazing. C'est pour ça. Ça signifie que la seule différence qu'il y a entre une personne que vous connaissez et une personne qui vous donne de la thune, c'est le lien de confiance que vous avez créé avec elle. Rien d'autre. Et je vois beaucoup de personnes, beaucoup trop de personnes qui a un compte Instagram ici, qui a un compte TikTok ici, qui a une chaîne YouTube ici. Il y a encore des mains levées, putain. Il y a encore des mains levées. Mais moi, la question que je me pose tous les jours sans arrêt, c'est qu'est-ce qui fait que vous tous ici, vous arrivez à reach out, je sais pas, 1000 personnes par mois, 2000, 3000, 5000, 100 000, 1 million pour certains, avec vos comptes Insta, etc. Et que sur ces X centaines ou millions de personnes, vous discutez avec 5, 6, 7 ou 8 personnes maximum. Faut être malade. Faut être timbré pour se dire que sur 100 000 personnes qui viennent t'écouter, te regarder, tu vas décider de discuter avec que 7 d'entre eux. Et pourtant, c'est ce que je vois tous les jours. Je reprends l'exemple d'un infopreneur. On pourra cut des trucs, on pourra cut des trucs après pour le montage. Ok. Yomi, que vous connaissez certainement pour beaucoup, qui est un gros infopreneur dans la niche e-commerce. On a commencé la prospection sur son compte Instagram il y a un peu moins de 3 mois. Devinez le nombre de comptes que ce mec-là reach out chaque mois avec son compte Instagram. Selon vous, il y a forcément des personnes expertes sur Instagram ici. Ouais, 10 millions. 10 millions de personnes chaque putain de mois. Pas qui s'abonnent, etc., mais qui regardent les stories, like les posts, regardent les posts, etc., etc. Et ben devine quoi? On n'a pas doublé le chiffre d'affaires, mais on l'a augmenté de 20%. Juste en commençant à discuter avec les personnes qui ont pris un lead magnet, qui ont acheté un produit qui coûte que dalle, qui ont téléchargé un lead magnet, qui ont regardé un webinaire, etc., etc. Et simplement en reprenant ces personnes qui ont juste fait une action vers nous, et en les amenant petit à petit, en discutant avec eux, vers le R de la relation, et ben on s'est rempli les poches. Et c'est dingue parce que souvent, trop souvent, j'ai l'impression que les personnes ont une vision qui est trop binaire de la vente. À savoir, soit c'est mon pote et je discute avec lui comme un collègue, mais dans ce cas-là, je ne m'attends pas à faire de l'argent. Soit on est en mode business, serve des spermes. Mais il n'y a rien entre les deux. Mais non, c'est jamais ça. Et j'ai tout vendu dans ma vie. Et d'ailleurs, j'ai vendu à des personnes qui étaient extrêmement extraverties, du conseil, etc. Mais j'ai vendu aussi à des niches de malades. Un exemple. Les NFT. Non-fungible motherfucker token. Ça a été une niche folle. Et ben l'une de mes boîtes, qui s'appelle Mediastellar, on a été numéro 1 spender sur les plus grosses pages NFT, Instagram et Twitter, sur les 6 derniers mois. Qui a fait de la NFT un petit peu ici? Ouh. Ok. Qui a fait de l'argent avec les NFT ici? Ouais, pas mal. Nice. Ça, vous êtes des humains, vous, ça se passe bien et tout? Lourd. Parce que moi, 95% des mecs avec qui j'ai discuté qui étaient dans la NFT, honnêtement, c'était plus proche du cyborg que de l'humain. Donc j'aurais pu être dans cette position en mode écoute, je dois être un vendeur ultra clean, statique, et pas bouger. Et pourtant, non,
j'ai créé de la relation. Et même des personnes qui, dans ma vision, étaient des gens qui vivaient, tu sais, comme dans Matrix un petit peu, tu vois, tu sais, dans ces bulles de flotte qui bougeaient pas toute la journée, et ben au final, j'ai appris à les connaître. Je les ai emmenés au jet ski, je leur ai fait découvrir un peu la vie, ce que c'était d'avoir des sensations, des relations humaines. Et au final, même avec ces gens-là, avec qui je vous garantis que c'était pas gagné, j'ai réussi à créer des putains de relations. Et Mediastellar, ça fait plus de 18 millions en un trimestre. De décembre 2021 à février 2022. Durant le gros quarter des NFT. Donc tout ça pour dire que sur le sujet du follow-up, la question de la relation, c'est le point numéro 1. Bless you, man. Jesus. Et que du coup, le sujet de relation, c'est un point qui souvent est extrêmement pointilleux. Parce que les personnes ont l'impression que les relations peuvent être créées uniquement avec une certaine gamme ou une catégorie de gens. Or, c'est pas le cas. On arrive à s'exprimer aussi bien avec des gamins de 19 ans qui ont la dalle et qui veulent casser le monde, qu'avec des personnes entrepreneurs depuis 20 ans, qu'avec des politiciens ou qu'avec des gestionnaires de fortune. Le seul sujet, c'est de faire cet effort de créer de la relation. 90% de l'argent que vous n'avez pas ou que vous n'aurez jamais se cache dans le follow-up. Que disent souvent les mamans et les papas français et françaises au sujet des étrangers à leurs enfants? C'est quoi les phrases les plus répandues au sujet des étrangers qu'une maman va dire à sa fille ou à son fils? Pas leur parler, faire attention, prennent le boulot. Bref, c'est une galère. Ah ouais, non mais ça... C'est les étrangers au sens... Je viens de capter la private joke. 20 secondes plus tard. Ok, ouais, effectivement. C'était étranger au sens les gens qu'on ne connaît pas. Et non pas X autre truc. Alright. Je sais pas à quel point... Je sais pas si la Suisse est plus raciste que la Belgique. C'est une bonne question. Ouais. On m'a dit que ceux qui habitaient dans les montagnes et tout, ils étaient chauds. Je suis mi-montagne, je t'expliquerai. Ah, je suis chaud. Et ben moi, le jour où j'ai des enfants, si j'en ai, putain, je leur souhaite peut-être pas de m'avoir en tant que papa. Je sais pas. Et ben l'une des premières règles que je leur dirai et que je leur partagerai, c'est qu'ils doivent connecter avec tous les étrangers, tous les inconnus, et que 100% de ce qu'ils n'ont pas et de ce qu'ils désirent, c'est les étrangers et les inconnus qui l'ont pour eux. Par exemple. Mais imaginez le shift mental que ça fait. Parce que mathématiquement, c'est vrai. 100% de l'argent que tu veux, des voitures, des montres, des endroits, des gens, des expériences, les autres l'ont. Si on cumule 100% de la population mondiale et qu'on t'extrait, et qu'on crée un tableau dans lequel tu registres toutes tes volontés, eh ben 99,99999% de la population cumulée a tout ce dont tu désires. Et donc, qui es-tu pour aller dire à ton fils ou à ta fille de ne pas parler aux étrangers? Tu peux le faire, mais dans ce cas-là, accepte que tu vas les priver de leurs rêves. Et j'adore penser et être dans cette vision d'aller parler à de nouvelles personnes, de connecter avec eux et de faire l'effort de créer une relation avec n'importe qui. Parce que 100% de ce qu'on désire, excusez-moi, se cache dans les poches des autres. Et votre sujet, c'est d'avoir le bras assez long pour aller le récupérer. Ça te parle, ça? Et sur le follow-up, du coup, un deuxième point, c'est que, bon, pour rentrer un peu plus technique, pareil, si jamais je suis trop technique, vous me coupez direct. Parce que si je vous donne des bases que vous ne comprenez pas, si je complexifie, ça va être n'importe quoi. Et moi, l'un de mes stress, c'est que je parle pendant 1h30, que personne ne comprenne rien, mais que juste vous disiez oui, parce que bon, vous voyez des autres mecs dire oui, donc vous dites bon, on dit oui aussi, tu vois. Et que je me retrouve dans un mois avec des mecs qui disent des trucs hallucinants et qui disent ouais, mais tu te rappelles, t'avais dit ça il y a un mois. Donc s'il vous plaît, si vous ne comprenez pas, vous coupez d'entrée de jeu. Sur un sujet un peu plus technique,
nous, ce qu'on s'est rendu compte avec nos clients, quand on met une équipe et quand on commence à faire du follow-up, tout le monde sait ce que c'est le follow-up, déjà peut-être ça avait commencé par là. Good. Et ben en fait, on se rend compte que 80% du chiffre d'affaires que le mec n'a jamais fait se cache dans le fait de contacter, de recontacter et de discuter avec les gens. Qui ici a un pool de leads, peu importe la niche? Ça peut être une base mail, ça peut être un compte Telegram, ça peut être un compte Instagram, TikTok, etc. etc. Ok. Et ben dites-vous quelque chose. Si vous faites l'effort d'envoyer un message de plus, 2 messages de plus, un appel de plus, 2 appels de plus, à chaque contact que vous avez avec la personne, vous vous approchez step by step du contrat que vous avez signé avec elle. Alright? Le point numéro 2, le follow-up. Gardez-le en tête. Point numéro 3, l'upselling. Flo, est-ce que j'ouvre trop ma gueule ou est-ce qu'on est dans les temps? Parfait. Wouhou! Parfait. À la marocaine, quoi. 20 minutes. À la marocaine, quoi. Ouais, cool. T'as à peu près 20 minutes. Hors taxe? Ouais, hors taxe, parce que Non, tu veux prendre pas un laisser. Si, on y va. Bah, moi, je vais y aller avant, parce que sinon, ça va être chaud. Bah, tu m'as dit que tu vas à 20h. Ah, bah, il faut y être avant. À la marocaine. Non, pas à la marocaine. Non. Mais sinon, je n'ai pas ce qu'il a à côté de moi, là, c'est ensuite. Ah, mais oui. Non, mais avant l'heure, c'est l'heure, après l'heure, c'est pas l'heure, tu connais l'expression. Ok, ben. Pour aller à l'avance. Enfin, Non, mais je vais y aller à l'avance, comme ça je bloque, et de toute façon, je leur envoie un petit message et qu'ils auraient 15 minutes en retard. ouais, ben. J'avais déjà prévu le truc, tu vois. Faut achever. Point numéro 3, l'upselling. Qui ici ne sait pas ce que ça veut dire l'upselling? Tu sais pas ce que ça veut dire? T'as peut-être une idée, un truc? Non, que dalle. Ok, l'upselling, c'est une personne à qui tu as déjà vendu quelque chose, que tu vas recontacter pour essayer de lui vendre quelque chose de supplémentaire. Ok? Qui ici a des clients? Qui ici a déjà eu au moins un client dans sa vie? Qui ici a déjà au moins essayé d'avoir un client dans sa vie? Putain, je repasse 100% des mains. Les autres? Toi, mec, t'as jamais eu de client dans ta life? Ouais, mais alors, en quoi l'immobilier, c'est pas un business? C'est un business, tu fais de l'argent, commerce, c'est juste à peine. Parfait. En tant qu'agent immobilier? En tant qu'agent. Bah, trop bien. Ah ouais, c'est vrai. Donc, t'as déjà eu des clients? Merveilleux. J'ai eu peur, je me suis dit, attends, il y a un business model qui existe que je connais pas encore. Tu vois, 100 clients. Bon. Et ben en fait, tu t'en rends peut-être pas compte, mais l'une des premières actions que tu dois faire dans lesquelles se cachent des millions, c'est de rappeler ces mecs-là. Je vois pas trop de bave. Qui ici a déjà rappelé ses clients? Ok. Qui ici a déjà revendu quelque chose à ses clients? Merveilleux. Et bah continuez à le faire. Dans ce cas-là. Je suis assez étonné, j'espère que vous n'êtes pas en train de me mentir, parce qu'honnêtement c'est un truc que très peu de gens font, mais honnêtement, chez 100% de nos clients, là où dans un premier temps on arrive à récolter le plus d'argent, c'est rappeler les gens qui ont déjà acheté quelque chose. Une formation, un produit, un service, que sais-je. Et ça peut marcher dans toutes les niches. Que tu sois dans de l'e-com, d'ailleurs, ah ouais, là pour les e-commerçants, je vous donne un truc ouf. J'ai un ami à moi qui a fait 5 millions l'année dernière, et 5 millions de bénéfices, simplement parce qu'il n'a aucun frais produit. Ah, t'es en train de te dire, attends, c'est chelou. Est-ce qu'il serait pas en train de ne pas livrer l'enculé? Non, c'est pas ce qu'il fait. Globalement, lui, son système, et je le trouve très smart, donc je vous le partage, c'est que il a créé une boutique dans laquelle 100% des... Donc, il prend tous les winners, tu vois, mais tous les winners qu'on voit, revoit et dont on en a marre. Les bouts et l'été, les sweet splade, etc. Il les met au prix d'AliExpress en ajoutant juste la TVA, tu vois. Donc au lieu que ce soit à 12, enfin, au lieu que ce soit à 10 $, c'est à 12 $. Mais lui, son business model, c'est de vendre l'abonnement. Autrement dit, il vend un accès à 30 $ à un site sur lequel la valeur additionnelle que tu as par rapport à la concurrence, c'est d'acheter des produits plus coûtants. C'est monstrueux. Il a fait 5 millions de bénéfices l'année dernière. C'est un délire. Juste en vendant des abonnements à 30 $ pour que Martine, 48 ans, puisse aller sur ce site-là au lieu d'aller sur... Qu'est-ce qu'il y a déjà le dimanche matin en France? Téléachat, téléshopping. Qu'elle aille sur ce shop-là qui soit juste un peu mieux brandé
et qu'avec un abonnement de 30$ par mois, elle est le nouveau truc massant de ouf. Au lieu de l'acheter 500$ sur téléachat et 99$ chez un e-commerçant classique, elle achète à 12$ à 29$. Et lui, son sujet, c'est évidemment pas de marger sur les produits, mais de marger sur l'abonnement. Et il fait 5 millions par an. Et je trouve que c'est trop intéressant. Et ouais, là ça prend des notes, les gars. Yes! Wouhou! J'ai enfin réussi. Je le voyais avec sa casquette vissée depuis tout à l'heure. Je me suis dit, qu'est-ce que je dois raconter pour qu'il chope son blog et qu'il commence à gratter un petit peu. J'ai enfin trouvé. Faut négocier le. C'est quoi Fox quoi Foxycom. Ça se négocie aussi. Ouais, bien sûr. Negotiation is key, je t'écoute. Pourquoi est-ce que ces clients ils iraient sur cette plateforme au lieu d'aller sur, par exemple, AliExpress si son fournisseur c'est AliExpress? Parce qu'il apporte directement la solution avec de l'AD et que les gens ne connaissent pas AliExpress? Ça peut être une possibilité, moi je pense qu'il y en a plein. Je vais t'en citer quelques-unes. Okay. Numéro 1, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Martines de 48 ans qui connaissent AliExpress, okay, ni Wish, ni autre. Numéro 2, c'est le branding, tu vois. Je veux dire, qui est déjà allé sur AliExpress ici? C'est la confiance. Ok, alors qui a confiance? Alors, c'est dingue parce que je sais que tout le monde ici a déjà peut-être acheté sur AliExpress, mais en fait, on n'a pas confiance, on achète quand même parce qu'on se dit, bon, au pire, 10 balles, tu vois. C'est pas grave. On est d'accord là-dessus? Ouais, voilà, ok. Donc, tu vois, ça peut être un second sujet. Si demain, tu as un site qui est super brandé, super bien brandé, avec un beau funnel qui t'explique les étapes et qui rend le système ultra simple à utiliser pour n'importe qui, ça peut être une valeur perçue de dingue que tu apportes. Ça peut être le shipping. Ça peut être aussi le branding du produit, tu vois. Le faire passer en with case pour qu'il puisse avoir le petit logo dessus, etc. Ça peut être le système de fonctionnement. Demain, tu peux imaginer une plateforme dans laquelle tu as le shop, tu te fais shipper, et derrière une formation une formation de 3-4 vidéos pour expliquer à la personne comment utiliser le produit. Parce que ici, les dropshippers de base savent à quel point c'est galère d'avoir des clients qui contactent le support pour dire que la notice est en chinois et qu'ils comprennent que dalle. On est d'accord? Mais si demain, quand la personne achète un produit, elle a accès à un petit compte perso avec 2-3 vidéos qui lui expliquent comment le déballer, comment le mettre en place, comment le structurer, ça peut être une valeur supplémentaire que tu apportes, tu vois, vis-à-vis de la compétitivité. Donc à toi de voir. Mais en réalité, je pense qu'il y a des millions de trucs à mettre en place que AliExpress n'a pas fait. Il y a une sélection des vendeurs aussi. C'est-à-dire? Il a pris des vendeurs qui vendaient le produit avec une qualité correcte. Bien sûr, évidemment. Mais là, moi, je te parle si toi, tu fais l'e-com en tant que tel avec cette plateforme. Parce que toi, ton idée serait quoi? Serait de mettre des vendeurs qui vendent ces produits en question? Dans ton cas de figure, là, Oui. Oui. Il a sélectionné le vendeur AliExpress qui va bien, c'est-à-dire que... Avec le bon temps de shipping, les retours gratuits, etc. Parce que tu as toujours une marge différente. 100%. Soit tu as un truc qui prend feu dès que tu branches, soit tu as un truc de qualité. On est clairement d'accord là-dessus. Et donc tu vois, c'est l'un des sujets des upselling, parce qu'en fait, quand les gens pensent upselling, moi la question qu'ils me posent en consulting, c'est souvent, ok, donc je dois créer un nouveau produit, et en fait je leur dis oui et non, il y a beaucoup de choses à faire. Tu peux créer un produit supplémentaire, un produit complémentaire, tu peux allonger ton offre de base, mais juste ce que je demande, c'est de pas rester stacké dans des choses que tu as appris, que tu as vu ou que tu as regardé sur des formations. Essaye d'aller un petit peu plus loin, tu vois. Demain, alors, la conciergerie, c'est un exemple parfait, tu as tellement de produits complémentaires à vendre. Tu vois, mais nous, on a une boîte de conciergerie sur Dubaï, et au début, on vendait, parce que moi j'ai une boîte de location de voiture, au début, on vendait que des bagnoles. Puis moi, j'aime bien faire du jet ski, donc on a fait du jet ski, puis du buggy. Puis en fait, aujourd'hui, on a 50 activités sur Dubaï, et à chaque fois, on prend un billet, tu vois, sur les clients qu'on ramène. Sur les groupes, on peut prendre des trucs. On mange bien en général. Quand il y a des villas et tout ça, avec 15 personnes et tout ça. On est d'accord. Et je connais pas la véracité de ta Daytona, j'avais pas l'amener chez Rolex pour la faire vérifier, mais dans le cas où elle est vraie, ça signifie que tu connais le rendement qu'il y a derrière, right? On est d'accord. Il y a un magasin à gagner si tu veux vérifier. Tu payes les $100? Pas de problème. Cool pour l'upselling. Ok, alors, est-ce que peut-être ici, des gens qui ont un produit veulent qu'on fasse le travail mental en 2 minutes d'imaginer un produit complémentaire pour eux? Est-ce que quelqu'un ici a un produit et ne voit pas du tout ce qu'il pourrait vendre pour upseller ses clients qui ont déjà acheté quelque chose chez lui? Ouais. Quand le coaching il est complet, c'est-à-dire dans le coaching par exemple, avec une personne on fournit. Tu vends quoi toi? Du coaching, de l'accompagnement. Sur quel sujet? Sur l'investissement et la spéculation. Trop bien. Donc, et tu
Tu délivres quoi? C'est de l'investissement long terme, c'est du trading, c'est quoi? Justement, c'est un mélange des deux, je m'adapte au profil de la personne. Ok, et ben dans ce cas-là, vends un à la personne et quand elle a commencé à faire de l'argent, tu en l'autre. Quand elle voudra diversifier. Ok. Ou alors appelle quelqu'un qui fait de l'immobilier et mets un système d'affiliation avec lui. J'avoue, ça c'est pas bon. Ah bah ouais. C'est vrai. Tu souhaites payer en carte ou en virement? On verra ça après. Ouais, d'accord. Non mais et ouais. Et les bridges sont simples à faire. Alors un exemple de pattern qui est intéressant et que nous on a appliqué. Donc nous, par exemple, on vendait pour un de nos clients de la formation immobilière. Et la question qu'on se posait, c'était comment est-ce qu'on peut aller choper un nouveau pool de clients qui vont être super intéressés. Donc on avait de l'advertising qui tournait sur plein de plateformes, on avait la strate de contenu, etc. Et en fait, l'idée qu'on a eue, c'est de se dire, on va appeler 100% des agences bancaires en France. 100%. Et voilà ce qui s'est passé. Tu appelles un banquier, tu lui demandes combien de demandes de prêt tu as chaque semaine. En moyenne, nous, c'était 10. La deuxième question, c'est sur ces 10 demandes de prêt, combien est-ce que tu refuses? 5, 50%. Et bien, l'affiliation qu'on a mis en place, elle est très simple. Toutes les personnes à qui tu refuses une demande de prêt, tu nous les ramènes via sur une formation spécifique qui va leur apprendre à créer un dossier parfait pour que tu kiffes en tant que banquier. Parce que vous y va. Qui ici a déjà été un peu dans le domaine bancaire? Par exemple, mais enfin, est-ce que c'est une galère d'avoir un dossier complètement déstructuré où tu comprends rien? Enfin, moi juste, je me suis mis 10 secondes, je me suis dit, attends, si demain t'es banquier, t'as 10 demandes de prêt par semaine, et que les mecs ils savent même pas écrire français, qui font des trucs à l'envers, honnêtement, je pèterai un plomb, j'enverrai les dossiers par la fenêtre, tu vois. Et on a apporté une solution toute simple à des banquiers en disant, les gars, les gens ne savent pas structurer des dossiers. Dès que tu vois que la première ligne elle est pas bonne, tu nous donnes son numéro. On l'appelait, oui bonjour, votre banquier de chez a décidé de refuser votre demande de prêt. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est que pour 697 €, on vous apprend à faire le dossier. Et d'ailleurs, vous allez avoir un taux d'acceptation de 94%. Vous êtes payé comment? Et vous en avez 80% de taux de conversion là-dessus. Et juste, c'est trop intéressant de se dire que ça a été un shift mental. En se disant, on va essayer quelque chose que les gens n'ont pas essayé, on va essayer un petit peu de creuser, en trouvant des problèmes qui sont différents. Et vous vous rendez pas compte, mais je trouve que l'exemple de l'e-commerce, ça marche trop bien. De se dire que le mec ne s'est plus dit, comme tout le monde, je vais vendre des trucs que j'importe de Chine à un prix qui est un peu moins bas, mais bon, qui est quand même relativement élevé par rapport au marché français, mais qui s'est dit, je vais vendre un abonnement. Et moi, j'attends un seul truc, c'est le jour où, comme un de mes amis qui habite à Marseille, il a décidé d'aller vendre ses bougies en Chine. Et oui, réfléchissez à ça. Non, ces bougies à la lavande provençale. Et je vais vous expliquer. Parce que tout le monde, quand il dit dropshipping, pense à importer des produits de Chine. Mais qui a pensé à exporter des produits français? Ben, très peu de gens. La bougie qu'il vend, il la vend 89 $. Une putain de bougie à la lavande. 89 $. Parce que vous voyez tous les étés les Chinois dans les champs de lavande prendre des photos. En gros, ils ont un feuilleton comme Plus belle la vie pour nous Français, qui est un carton fou dans lequel les Chinois sont dans les lavandes. Et du coup, ils ont un enfant mental avec ce truc de lavande, c'est assez dingue. Et bien ce mec-là vend ses bougies 89 $ l'unité en Chine et au Japon. Il a fait 18 millions l'année dernière. On change juste cet aspect. Et peut-être que, au lieu de te dire je vais essayer d'aller choper 100 nouveaux clients tous les mois, tu vas juste te dire je vais essayer d'aller upseller 10% de mes clients. Et ce jour-là, tu feras beaucoup plus d'argent. Il n'y a pas un Chinois qui s'est mis à copier la bougie? Sans doute, il y en a dû en avoir beaucoup. Ouais. Mais tu sais, il y a des centaines de personnes qui copient Louis Vuitton, et pourtant je me retrouve toujours à la même putain d'adresse au Champs-Élysées à me faire éclater mon compte bancaire, tu vois. Tu négocies ou pas? J'essaie. Mais j'ai jamais réussi à obtenir quoi que ce soit. Et le point numéro 4, 150% de closing. Ça intéresse personne, j'ai l'impression ça. On va pas le faire du coup. On le fait pas? J'adore faire ça, c'est un kiff. Comment est-ce qu'on obtient 150% de taux de closing, les petits loups? C'est quoi, c'est les petits loups qui fait kiffer? Wouhou! Donc,
Comment est-ce qu'on calcule le taux de conversion? C'est assez simple. C'est le volume de leads reçus sur le volume de leads convertis. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le calcul mathématique du taux de conversion. Donc tout le sujet, c'est de se demander comment est-ce qu'on fait pour que 10 leads reçus se transforment en 15 closings. Bless you. Des références, des recommandations. Wouhou! One more time avec les recommandations. Et personne ne le fait, putain. Qui donc? 1, 2, 3. Toi, c'est. Parce que toi, je te l'ai dit. 1, 2, 3, 4. 8 personnes. 8 personnes. Et ben, dans ma vie idéale, dans mon monde idéal, 100% des gens ici seraient en train de le faire. Parce que vous ne vous imaginez pas la thune qu'il y a. Et la phrase, elle est très simple. Je vous la donne, vous pouvez la noter, et je veux que vous l'utilisiez sur 100% de vos appels et 100% de vos conversations. Je comprends que tu n'es pas intéressé. Et d'ailleurs, peut-être que si j'étais à ta place, je ne le serais pas non plus. En réalité, comment est-ce que tu pourrais être intéressé si tu ne sais pas encore réellement ce que je propose? Bref. Ça vous fait kiffer, ça, déjà. Mathématiquement, on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu as montré un intérêt pour mon produit, mon service, ma marque. Ça signifie que mathématiquement, il y a au moins 5 personnes autour de toi qui vont montrer le même intérêt. Ce que je te demande de manière amicale, c'est de donner 2 numéros que je peux contacter aujourd'hui et qui vont vouloir faire du business avec moi. Et là, on utilise la stratégie STFU. Vous la connaissez celle-ci, non? Shut the fuck up. Exactement. Shut the fuck up. Le silence. El silencio. On ne dit plus un mot jusqu'à avoir le retour. Alors évidemment que souvent les mecs vont dire non, je ne vais pas donner le numéro de téléphone. Et vous n'allez pas en avoir. Mais on s'en fout. Parce que si vous prenez 2, 3, 4, 5 appels, que vous discutez avec 2, 3, 4 collaborateurs tous les jours, il suffit qu'il y en ait un qui accepte pour que vous commenciez à créer un système exponentiel. Vous comprenez le raisonnement? Parce qu'un mec va t'en ramener 2, sur ces 2, t'en as un qui va t'en ramener 2, et peut-être qu'un jour tu vas réussir à être à 100% de conversion sur les prises de référence. Et ce jour-là, de 10 leads qui te sont envoyés, t'atteins les 15 closings. Et c'est flippant ça quand on explique ça. Mais au début c'est très compliqué à comprendre. De se dire, j'envoie 10 leads et on espère aller choper 15 closings. Alors évidemment, c'est pas ce qui se passe avec tout le monde. Évidemment, c'est l'objectif que nous on a et vers lequel on tend. Mais juste pour t'expliquer que même si aujourd'hui tu es en train de dépenser de l'advertising, de faire de la strate de contenu pour recevoir des leads, il y a un monde qui existe dans lequel, en payant pour 10 leads, tu as accès à 15 closings. Capiche? Question sur les 150% de closing? Oui. Est-ce que tu peux répéter la phrase? Ouais, c'est la dire. Merde. Aucune idée de ce que j'ai mentionné plus tôt. Non, mais évidemment, je vais te la donner. Donc en gros, il y a 2 composantes. Alors je t'ai fait un truc un peu technique, mais la première, c'est désamorcer l'objection en l'accueillant. Donc je respecte le fait que tu ne sois pas intéressé par la proposition que je t'ai faite. Parce qu'en gros, si tu veux, ce qu'on imagine pour l'instant, c'est que tu fais une proposition à une personne, qu'elle la refuse, et que du coup, en dernier recours, tu lui demandes au moins d'avoir accès à ses contacts. Après, nous, ce qu'on fait, c'est que même quand les gens payent, on demande aussi de la mise en relation. Ça, c'est un kiff. Voilà. Donc petit à petit, tu les amorces. Écoute, je comprends tout à fait que tu ne sois pas intéressé. D'ailleurs, tu sais quoi? 100% des personnes avec qui je parle me disent dans un premier temps qu'ils ne sont pas intéressés, puis après ils passent à l'action avec moi. Ça sera bientôt ton tour. Mais pour l'instant, première partie, on désamorce. Deuxième partie, on amorce la question. Mathématiquement, on sait qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Tu as montré un intérêt pour venir vers moi, tu m'as contacté sur Insta, on a discuté ensemble, tu as téléchargé un lead magnet, tu as regardé un webinaire, que sais-je. Donc mathématiquement, ça signifie qu'autour de toi, il y a au moins 5 personnes qui sont intéressées ou qui pourraient être intéressées par le produit ou le service que je vends. Alors si je te demande, amical, parce qu'on se connaît, parce que j'ai envie que tu te portes bien et que je sais que tu as envie aussi que tu te portes bien dans mon business, de me partager au moins 2 ou 3 numéros de téléphone. Donne-moi 3 numéros de téléphone que je peux appeler tout de suite et qui vont être intéressés par ce que je fais.
Et là, silencio. Jusqu'au moment où la personne d'en face répond. La personne qui parle en premier a perdu. Alright? Trop bien. Voilà, je peux terminer par raconter mon histoire si vous voulez. Vous en foutez? Ouais, non, vous en foutez. Non, si vous en foutez, dites-le moi, tu vois. Je veux dire, vous êtes les clients, on est d'accord. Donc moi, mon rôle, c'est de venir vous partager de la valeur et vous donner des choses qui vous font plaisir. Si racontez vos histoires, vous vous en branlez, je ne la raconte pas l'histoire. Alright? Donc ce qu'on va faire plutôt, on va répondre à des questions. Est-ce que vous avez des questions? Peu importe, je fais tout. Perso, pro, vaudou, sorcellerie noire, etc. Oui, dis-moi. Tu peux raconter ton parcours. Ah, mon parcours. Bah, ton histoire. Mon histoire ou mon parcours? Les deux. Les deux, ça va avec. Bof. Est-ce qu'on a 1h45 d'extract time? Ah, je déconne. Donc, je m'appelle Alexis, je suis né dos au mur, ou plutôt dos dans le mur, comme aime bien dire Kevin. Je suis né un petit peu gros, bègue. Ouais, j'étais bègue. Ça se ressent peut-être pas trop aujourd'hui, mais il y a eu une époque dans laquelle j'arrivais pas à aligner une phrase. Vous avez déjà entendu un tracteur essayer de démarrer? Tu vois, un aimant de tracteur qui galère, un à chaque début de phrase. C'était moi pendant 5 secondes. Et le pire là-dedans, c'est que je m'en rendais pas compte. T'as vu ça un peu? C'est-à-dire qu'il y avait des gens autour de moi qui, tous les jours, devaient supporter un mec qui bégayait, qui s'en rendait pas compte. Le malaise dans lequel devait être les mecs, personne n'a idée ici. Tu vois, t'as un mec, t'as pas envie de lui dire, mec, Chouma, tu vois. T'es là, t'as un gars, il n'arrive pas à parler, tu veux pas lui dire, mec, t'arrives pas à parler parce que c'est relou. Et lui, il est là, il essaie, tu vois. Il fait des blagues, il tente des trucs et tout. Donc j'étais un extraverti bègue. Je pense que c'est 1 sur 1 milliard. Tu vois. Mais bon, j'ai été ce gars-là. Jusqu'au jour où je suis tombé... donc tu vois, j'ai toujours été le mec qui faisait rire les gens au fond de la classe, qui faisait le bordel et tout. Mais j'étais quand même passionné, j'aimais apprendre, j'étais curieux, etc. Jusqu'au jour où je tombe sur des vidéos, Tony Robbins, JB, Cardone, etc. Bref, plein d'Américains qui étaient trop stylés. Et j'aurais aimé trouver quelqu'un qui me passionne autant sur le marché français, mais j'ai pas réussi à le trouver. Si quelqu'un en a un, je suis preneur, by the way. Mais en tout cas, j'étais juste à Kevin Ben Simon, maybe. Ça va te coûter cher si je fais une mention comme ça, face caméra, frérot. En tout cas, j'étais passionné par ces gens qui montaient sur scène, prenaient un micro et provoquaient des émotions, faisaient couler des larmes en face d'eux. C'était juste exceptionnel. Et moi, j'ai du coup eu une frustration pendant longtemps. C'était qu'est-ce qui fait que les gens en face de moi m'écoutent pour la forme et pas pour le fond? Autrement dit, je sais pas si quelqu'un ici s'est déjà retrouvé ou s'il a déjà ressenti cette émotion, mais la sensation que j'avais, c'était que les gens en face de moi m'écoutaient parce que je faisais le con, donc pour la forme, comment est-ce que je faisais les choses, mais jamais pour vraiment le fond et ce que j'avais envie de dire. Et c'est ultra désagréable comme truc. Parce que t'as envie de partager des messages, t'as envie de parler, et pourtant les gens sont juste morts de rire parce que t'es une putain de boule humaine ou que t'arrives pas à parler, tu vois. Et ça t'a fait kiffer la boule humaine? Alright. Et bon, je crée un business vite fait en France. Alors non, moi j'ai commencé en étant vendeur professionnel sur le jeu vidéo. Pendant 1 an et demi de ma vie, j'ai fait des LAN un peu de partout dans le monde et j'ai gagné ma vie en étant joueur professionnel sur le jeu vidéo. Et ensuite, ce parcours et ce milieu m'a permis de rencontrer des gens qui étaient dans le business, dans l'online, c'était un peu underground. Et ils suivaient des personnes un peu space, on avait accès à des hacks, on avait accès à des petits business qui se lançaient sur le web. Et j'ai donc créé un petit business, Rapidos, qui honnêtement a marché grâce, je pense, à un miracle absolu. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent les gens me questionnent sur la place de la chance dans le parcours entrepreneurial. Et évidemment que audaces fortuna juvat, ce que je répète tous les jours, la chance sourit aux audacieux, mais la chance sourit quand même. Et je pense qu'il faut être 100% honnête sur le fait que toutes les personnes qui réussissent, au bout d'un moment, ont eu de la chance. Au bout d'un moment, à force de résilience, d'énervement, d'excitation, d'obligation au travail, ont eu un timing fou sur lequel le travail et la chance se sont intercroisés. Et ça a été ce jour-là où
moi, Alexis, petit garçon chelou, qui vient d'une famille relativement modeste, a réussi à empocher un petit paquet de pognon. Et ce jour-là, je décide, je me motive et je pars aux États-Unis. Non pas parce que, je sais pas, j'avais dit American Dream dans la tête, mais juste parce que je voulais rencontrer ces mecs. Tu te rappelles? Les mecs que je voyais sur les vidéos, qui me faisaient chialer, qui me faisaient rêver, qui me faisaient palpiter. Puis j'y vais, et je les rencontre, je paye des séminaires, comme vous. Vous kiffez le séminaire? Il va y avoir du remboursement, mon Flo. Vous kiffez le séminaire ou pas? Ouais. There you go. Et mon oncle, peut-être le cousin de ma mère qui habitait là-bas, arrive à me dégoter un job, bref, je commence à travailler, etc. Et je commence à travailler ici, sur la première ligne de cette belle fiche, en tant que prospecteur, dans une cave, littéralement, à passer 250 appels par jour en prospection, dans une langue qui n'est pas la mienne, et en étant bègue. Vous me parlez de challenge, les gars? En voilà un. Et évidemment, j'ai morflé, tu vois. Ça a été 3 mois de traverser du désert, à galérer, à me péter les dents, à chialer, à crier. Mais comme j'étais mineur à Miami, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Pas un restaurant, pas une plage qui t'accepte, pas une boîte de nuit, évidemment, pas une gonzesse qui te regarde. Bref, un drame. Et donc, je travaillais. Je tombais amoureux du travail. Parce que je pense que tout ce que j'ai fait dans ma vie, je l'ai fait avec passion. Le travail aussi, la prospection aussi. Jusqu'au jour où 1 vente, 2 ventes, 3 ventes, et puis bam, les poches se remplissent à vue d'œil. Et on commence à pouvoir s'acheter des glaces, puis des magnums, puis peut-être un jour une bagnole. C'était un peu le rêve dans lequel j'étais. Travailler plus, faire plus d'argent pour pouvoir avoir plus, accumuler et grandir. Jusqu'au jour où je suis rentré en France après avoir été un gros vendeur aux États-Unis et avoir surtout pris cette culture en moi. La deuxième chance que j'ai eue, c'est qu'en Floride, les gens m'ont donné ma chance. Rendez-vous compte, à 16 ans, je consultais des boîtes. Personne ne fait ça en France. Personne ne fait ça en Europe, d'ailleurs, je pense. Mais là-bas, c'est classique. On accepte qu'un gamin qui a peut-être moins d'expérience, mais qui a été plus acharné durant une période de temps, ait des choses à enseigner aux autres. Et plein de gens m'ont laissé ma chance. M'ont donné l'opportunité de travailler et juste de prouver de quoi j'étais capable. Et peut-être que si, ici, certains d'entre vous veulent se bouger, travailler, faire l'effort, je pense que j'accepterai et que plein de personnes ici qui sont successful et qui ont des business accepteront aussi de peut-être te donner ou vous donner cette chance. Parce que moi, on me l'a donné et j'estime que rendre l'appareil, offrir l'opportunité à une personne motivée qui veut se bouger, c'est le minimum que je dois au monde pour pouvoir équilibrer mon karma. Tu vois ? J'arrive en France, et en France, les gens voulaient nous payer des salaires de footballeurs. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'Europe a au moins 100 ans de retard en termes commerciaux, enfin, en termes de stratégie commerciale vis-à-vis des États-Unis. C'est assez dramatique. Les gens ici qui font de la vente savent très bien ce que je suis en train de dire. Et j'ai commencé à consulter en France, consulter des boîtes, etc. Jusqu'au jour où il y a du bâillement. Je vous emmerde? Ça va? Il y a eu un début de bâillement chez madame là-bas. Exactement, il y a eu un retien, tu sais quand les joues se crispent, pour éviter le bâillement comme ça. Jusqu'au jour où je rencontre mon associé et on décide de dire on a trop aimé la culture américaine et ce que les Américains nous ont enseigné. On veut créer un modèle économique et une cour de récréation dans laquelle toutes ces personnes motivées, ambitieuses, qui veulent se bouger, vont se sentir bien, vont se sentir chez eux, à l'aise, et vont pouvoir avoir tous les outils pour développer 100% de leur envie et mettre leur énergie, leur motivation à l'extérieur d'eux-mêmes. Et on a créé Closers, dans lequel, comme je vous l'ai dit, on forme des personnes, mais surtout on les accueille. Parce que je pense que entre des dangereux criminels, des psychopathes et des vendeurs, les vendeurs sont beaucoup plus dangereux. J'en suis convaincu. Et je pense qu'on a aujourd'hui ce centre d'accueil, cette espèce de garde-fou dans lequel on accueille des personnes qui sont comprises de personne, justement. Des personnes qui ne sont comprises de personne. En France, en Europe, les personnes extraverties qui vont dehors, qui parlent aux gens, qui crient haut et fort, qui aiment parler, qui aiment vendre, qui aiment gagner de l'argent,
comme certainement beaucoup d'entre vous, sont rabaissés, mis en bas, mis plus bas que terre. Et nous, l'opportunité qu'on a trouvée pour offrir la chance à ces gens de gagner de l'argent, c'est la vente. Parce que moi, je l'ai gagné comme ça ma vie. En commençant de zéro, en apprenant une compétence qui me permettait de prendre n'importe qui au téléphone et de finir avec un wire, un virement. Et aujourd'hui, on forme des centaines de personnes chaque année à devenir les sales de demain, à grandir, à évoluer et à trouver un travail surtout. Bref, ça c'est la première partie de ma vie. Mais honnêtement, c'est peut-être même pas la plus importante. Closers a fait 30 millions l'année dernière, on espère en faire 60 cette année, et pour l'instant on est sur le bon chemin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout ce qu'on a créé autour, grâce à cette compétence de la vente, a été juste miraculeux. Moi, pendant 1 an de ma vie, ce que j'ai fait et ce qu'on a fait avec mon associé, c'est prendre 10 appels par jour chacun et poser une seule question. Quel est ton besoin ? Mais imagine ce jour où tu prends 10 personnes par jour au téléphone et tu demandes quel est son besoin actuel. Peu importe lequel il est. Quel est ton besoin ? Si aujourd'hui je pouvais te provide, t'apporter quelque chose, quelle serait cette chose en question ? Et bien ce jour-là, tu te transformes en un TPE vivant, mec. Un encaisseur vivant. Parce que, qui a utilisé sa carte de crédit aujourd'hui ? Qui a utilisé sa carte de crédit hier ? Sur la semaine dernière ? Bon, finally, on y arrive. Ça veut dire que tout le monde dépense de l'argent chaque jour. Une baguette de pain, un taxi, une boîte de nuit, un hôtel. Et moi, ma grosse frustration, ça a été de me dire, je suis un vendeur. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois qu'une carte bancaire tape un TPE, ce soit pas moi le TPE, tu vois, en train de prendre le coup de carte sur la tronche et encaisser le pognon. C'était ça, mon gros sujet. Et bien le meilleur moyen, selon moi, pour aujourd'hui être proche de l'argent, et au moins le comprendre dans un premier temps, c'est d'apprendre la vente. Parce que c'est peut-être pas le métier parfait, c'est sans doute pas ce que je ferai dans 10 ans, je le transmettrai encore, mais j'en ferai sans doute de moins en moins. Par contre, je vous le garantis, selon moi, c'est le meilleur premier step que vous puissiez faire pour entrer dans l'entrepreneuriat. Tu vas gagner tes premiers euros et comprendre comment fonctionne le monde réellement, comment fonctionnent les interactions et comment fonctionnent les personnes en face de toi. Et ce qu'on répète tous les jours, et ce que je crois dur comme fer, c'est que n'importe qui a la compétence de la vente et la connaissance de la psychologie humaine ne sera jamais, au grand jamais pauvre. Et en faisant ça pendant 1 an, on a créé des dizaines de boîtes. Aujourd'hui, j'ai la chance, à 20 ans, parce que oui, j'ai 20 ans malgré ma grosse barbe, d'avoir des apparts un peu partout dans le monde, d'avoir une dizaine de boîtes à laquelle je suis au capital ou qui m'appartiennent, et surtout qui fait ma vie. Vous imaginez ou pas la dinguerie que c'est ? Hier, j'étais à Abu Dhabi, guys. J'étais sur le yacht du roi d'Abu Dhabi, de la famille royale, en train de regarder le Grand Prix. C'était un kiff, tu vois. Et moi, j'ai 20 piges. Et les gens en face me disent, mais mec, tu le mérites, t'as travaillé. Allez, là. Mais moi, j'ai l'impression d'être un imposteur, tu vois. Et pourtant, tous les jours, je me lève, je ferme les yeux et je me dis, à la fois, j'ai beaucoup de chance, mais à la fois, que veux-tu faire ? T'as 2 options. Soit tu penses que t'es vraiment un imposteur, et dans ce cas-là, tu te figes, réaction archétypale, soit tu te bats. Et moi, j'ai décidé de me battre tous les jours. Je prends des coups, je galère, je me fais mal, je perds de l'argent, j'en gagne aussi, mais au moins je vis. Je vis. Et tous les soirs, je me couche en me retournant derrière moi, en regardant la journée que j'ai passée et en me disant un seul truc. La seule question que je me pose, c'est est-ce que tu as progressé aujourd'hui ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as fait quelque chose dont tu es réellement fier, que tu pourras partager ? La chose qui va te pousser à te lever le lendemain matin. Et pour l'instant, la chance que j'ai, c'est de m'être couché tous les soirs, je pense, en me disant, soit j'ai gagné de l'argent, soit un client, soit une nouvelle compétence, soit je suis devenu meilleur, globalement. Et c'est ce que vous tous ici, je vous conseille, et surtout, j'espère, je souhaite du plus profond de mon cœur, que vous puissiez tous le vivre. Question. Faut qu'on se casse, mon Flo ? Top. Merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre accueil.
Merci pour votre écoute. C'est le candidat